Salut les amis des montagnes. Aujourd'hui, on n'est pas dans les Pyrénées, mais on est dans les Vosges, sur un site qui s'appelle Châtes-Pendu. C'est voilà, une jolie site. On est à 900 mètres quand même, et c'est le point le plus haut dans le Vosges ici. Et aujourd'hui, je vais parler avec Nicolas, un agent de l'ONF, sur les réserves biologiques intégrales, ou RBI. Allez, à tout de suite. Là, c'est Nicolas de ONF. Salut Nicolas, Bonjour Dirk. enchanté. Euh, oui, on est dans une site qui est quand même très intéressant, qui est pas encore une RBI, une réserve biologique intégrale. Mais qu'est-ce que c'est une RBI? Alors, dire qu'une réserve biologique intégrale, une RBI, pour faire simple en effet, c'est un espace dans les forêts géré par l'Office national des forêts qui est laissé en libre évolution. C'est-à-dire qu'on ne fait plus aucune intervention, enfin on n'exploite plus la forêt. On intervient dans certains cas pour la sécurité des sentiers de randonnée. Quand on conserve des sentiers de randonnée dans ces réserves, on fait en sorte qu'il y en ait le moins possible pour que la nature soit le plus possible livrée à elle-même. Voilà. Ok, mais ça veut dire ça c'était une site qui a été exploité avant, et là on va le sortir de cette exploitation de bois, ou comment ça se passe? Alors oui, bien sûr, on est dans les Vosges. Les Vosges, c'est pas des grands espaces de nature sauvage, évidemment. Ce sont des forêts qui, globalement, ont été exploitées depuis des siècles et des siècles. Mais là, quand même, sur ce site particulier, ça fait déjà plusieurs dizaines d'années qu'il y a plus d'exploitation. Qui a eu un projet de réserve biologique qui a pris son temps à mûrir. On a fait beaucoup d'études et pendant tout ce temps-là, il n'y a plus d'exploitation. Les bois morts ont commencé à s'accumuler parce qu'il y a eu des tempêtes, des coups de vent. Il y a eu des dépérissements à cause des scolites, des épicéas qui sont morts. Et toute cette quantité de bois morts qui a commencé à s'accumuler, ça a été propice au développement de toute une biodiversité particulière, des insectes notamment, des insectes rares souvent, qui profitent de ce bois mort, des champignons aussi, alors pas des champignons comestibles, mais des champignons qui eux-mêmes sont des hôtes du bois mort. Et c'est une forme de biodiversité qui est relativement rare dans les forêts exploitées et qui profite en revanche de ces réserves biologiques intégrales. Alors, c'est réserve biologique intégrale RBI. On voit vraiment une différence dedans et en dehors, ou c'est plutôt une continuum, ou Alors, comment ça se passe? souvent, au moment où on crée une telle réserve, il n'y a pas encore de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Là, il y en avait une dès l'origine, puisqu'on avait commencé depuis plusieurs dizaines d'années à ne plus exploiter les bois morts. Donc, ça a commencé à se voir, bien sûr. Mais sinon, c'est au fil du temps que ça se voit de plus en plus, parce qu'on a de plus en plus de bois morts, on a de plus en plus de gros bois avec des cavités, des trous de pique, par exemple, des bois qui auraient tendance à être exploités en forêt normalement gérée. Et du coup, ça profite également aux pics eux-mêmes, qui souvent creusent ces loges dans les arbres, mais à toutes sortes d'autres espèces qui en profitent, comme des petites chouettes, les chouettes chevêchettes, la chouette de Tengman dans ces forêts vosgiennes. Qui sont quand même super, hein, Tout c'est à fait. des jolis oiseaux quand même. Des espèces un peu vedettes, c'est un fait. Et puis des chiroptères aussi, des chauves-souris. Voilà, et c'est comme ça que de plus en plus, alors les plus anciennes réserves biologiques, ça fait plus d'un siècle qu'elles existent, largement plus d'un siècle, et effectivement, plus le temps passe, et plus le contraste est marqué entre la réserve et puis l'extérieur. Même si, à l'extérieur, dans les forêts encore exploitées, de plus en plus, on a des mesures de conservation d'arbres morts, de conservation d'arbres à cavité, de conservation aussi d'espèces de mini-réserves intégrales qu'on appelle des îlots de sénescence. Donc ça fait aussi que le contraste est moins marqué qu'il a pu l'être Et, autrefois. et quelles ouais, difficultés on peut avoir avec ces RBI au niveau gestionnaire qui est le ONF? Eh bien, on a commencé à l'évoquer, le fait qu'on doit quand même en sécuriser certaines parties.
Quand typiquement il reste un sentier de randonnée balisé qui traverse ou même qui ne fait que longer la réserve, ben, un sentier balisé par définition c'est fait pour attirer le public sur ces sentiers et en même temps c'est fait pour qu'il aille pas n'importe où ailleurs. Et du coup il y a un vrai impératif juridique de sécurisation. Alors sécurisation ça ne veut pas dire qu'on va faire une bande déboisée de 20 mètres de large, mais simplement quand on a des arbres dangereux parce que morts ou des périssants penchés au-dessus du sentier, on va le couper, on va le laisser sur place. En revanche, puisqu'on est en RBI, Mais ça ça veut c'est dire que c'est quand même un peu de boulot pour l'ONF. ben, forcément, bien sûr. Ça ne veut pas dire du tout que ça soit des espaces abandonnés, même si en fait le gros des actions de gestion dans ces réserves, c'est quoi? Ce sont des études naturalistes pour suivre l'évolution des peuplements forestiers. Bah, typiquement, c'est dans le changement climatique, la façon dont certaines essences forestières, certaines espèces vont régresser alors que d'autres vont peut-être se développer. On suit aussi les insectes, les champignons, les oiseaux, les chiroptères, disais-je. C'est du boulot aussi Ouais, ouais, d'avoir à gérer ces réserves, je m'en effectivement. doute. Mais alors, intégral, pas, c'est pas intégral, intégral. On pourrait aller plus loin que ça. On est bien d'accord, le terme de réserve intégrale, parfois il fait même un peu peur au public, qui s'imagine que c'est des espaces qui sont complètement mis sous cloche. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette notion de réserve intégrale, elle s'impose à qui? Ben, aux propriétaires et aux gestionnaires en premier lieu, quoi. Ce sont des bouts de forêt dans lesquels on ne va plus couper les arbres. Voilà. Mais au demeurant, souvent, il continue d'y avoir des sentiers pour que le public puisse profiter aussi de ces espaces de nature. Souvent aussi, alors ça, c'est quelque chose qu'il faut expliquer dans bien des cas parce que c'est pas évident pour le public. Souvent, on continue de réguler les ongulés sauvages, les cerfs, les chevreuils, les sangliers. Réguler comment? Bah, par la chasse, et il n'y a pas de miracle parce que tant qu'il n'y a pas de prédateurs naturels, de loups, de lynx, eh ben, l'écosystème n'est pas équilibré et on risque d'avoir, du coup, dans ces réserves, des effets de surconcentration de ces ongulés qui vont consommer la régénération forestière, les petits arbres qui vont contrarier le fonctionnement naturel de la forêt. Et quelle est la situation du loup et du lynx dans les Vosges? C'est quelque chose qui peut revenir, qu'on a des écosystèmes un peu plus naturels ou on a besoin malheureusement continuer Bah, ça revient, ça revient, mais ça revient tout doucement en vérité. Et ce qu'on appelle les déséquilibres faune-flore, c'est quand même un problème qui reste assez généralisé dans le massif vosgien. Et du coup la chasse reste vraiment importante pour limiter ces déséquilibres, même si les forestiers, voient plutôt d'un bon œil le retour des grands prédateurs évidemment. Ah, c'est très bien à savoir. Non, mais c'est intéressant de discuter aussi du point de vue du forestier. C'est quand même pas la même chose que quelqu'un qui travaille vraiment sur la conservation, protection d'espèces. Et là, on est à une stratégie plutôt protection d'habitat. Exactement. En espérant que après ça augmente en richesse des espèces diverses et variées et peut-être aussi avec le grand tétras qui revient. Alors le grand tétras, le pauvre grand tétras qui est dans une situation vraiment extrêmement problématique, vraiment devenue critique dans le massif vosgien. Et en fait, à l'origine du projet de réserve, sur un site comme celui-ci, il y avait cette idée de faire une réserve au profit du grand tétras. On parlait d'un projet de réserve dirigé à l'époque, c'est-à-dire qu'on envisageait, comme c'est souvent le cas, de faire certains travaux encore dans la forêt, c'est-à-dire créer des ouvertures, par exemple, dégager des taches de myrtille pour les dégager de la concurrence de la régénération de l'épicéa, par exemple, parce que la myrtille, c'est une ressource alimentaire pour le tétras. Et malheureusement, dans cette partie du massif, l'espèce est considérée comme quasiment éteinte. Et c'est ce qui nous a amené à nous dire, ben, qu'à cela ne tienne, euh, dommage pour le tétras, sait-on jamais, peut-être qu'un jour il pourra revenir. Mais en tout cas, du coup, puisque ça fait déjà plusieurs décennies qu'on ne fait plus rien sur le site, eh ben, on va faire une réserve intégrale, on n'aura pas tout perdu, en quelque sorte. Mais on pourrait quand même espérer que les RBI alentours aussi peut aider que le tétras revient, non? Espérons. Espérons. Bon, merci Nicolas, ça a été super de discuter avec toi là-dessus. Vous avez bien compris, une RBI, c'est pas complètement sur cloche, mais c'est quand même un endroit spécifique
spécial, un peu bien protégé, mieux protégé que d'autres endroits. On a une petite intervention de l'ONF pour le garder à un certain état et pour le garder en sécurité pour les randonneurs. Mais c'est quand même un endroit qui peut être très intéressant pour la future de la biodiversité, pour les tétras. Et peut-être un jour, on va trouver loup et lynx ici. Ça sera quand même super. Ouais, j'espère que ça vous avait intéressé et vous inscrivez à ma chaîne et on nous voit au prochain épisode. Ciao, ciao!